Salut à toi, j'espère que tu te portes bien. Moi, ça va bien. Je te fais un épisode aujourd'hui qui va être consacré à l'organisation de la rénovation d'un immeuble, puisque je me rends compte de plus en plus que les personnes qui me suivent, en tout cas, ils ont un atome crochu avec les immeubles de rapport, si je puis dire. Et du coup, bah, souvent, les questions vis-à-vis de la rénovation, elles tournent autour de ce type d'investissement, des immeubles de rapport. Bon, de toute façon, c'est pas un secret, tu sais très bien que si tu as déjà écouté d'autres épisodes, tu sais très bien que c'est mon véhicule d'investissement préféré au sein même de l'investissement immobilier. Donc du coup, l'épisode du jour, il va vraiment, ça va être un playbook en fait. C'est le playbook de comment bien organiser la rénovation d'un immeuble. Je vais d'abord commencer, tu vas voir tout à l'heure, à te raconter ce que je suis en train de faire en ce moment, le nouveau projet qu'on vient de lancer avec mes associés, et du coup comment je fais pour gérer la partie travaux. Et notamment, je vais te décortiquer les différents lots et les différents corps d'état. Et à mon avis, il y aura suffisamment d'insights, suffisamment de points d'attention que tu pourras répliquer en fait toi dans ton projet actuel si tu es en train de rénover un immeuble ou si c'est quelque chose que tu aimerais faire. Et donc du coup, tu vas pouvoir te projeter un peu mieux sur le comment. Donc en fait, voilà, moi j'ai remarqué que beaucoup d'entre vous ne savaient pas par où commencer, en fait, par quel... parce que quand on achète un immeuble, il y a évidemment, s'il y a une rénovation complète, en tout cas nous c'est notre cas, on n'achète que des immeubles avec des rénovations complètes, il y a plein de sujets à traiter. Donc, donc j'ai remarqué que ça pouvait être... comment dire, ça pouvait être difficile à aborder. Et le meilleur moyen, c'est ce que je dis souvent, en fait, il faut découper l'éléphant. Le meilleur moyen de réussir à s'organiser et à avoir une vision claire, c'est de découper l'éléphant. Donc, je vais expliquer comment je fais ici, parce que sinon, ça fait trop de sujets. On peut pas, en une seule journée, par exemple, on va pas pouvoir traiter tous les sujets. Mais il faut découper, voilà, il faut se donner des tâches jour par jour et le faire petit à petit. Et je t'assure que ça fonctionne. On va parler de la gestion du budget, comment on fait pour gérer un budget une fois qu'on a levé la dette à la banque et qu'on sait combien on a d'argent disponible pour les travaux, comment on fait pour le répartir et le dispatcher correctement en fait. Est-ce qu'il y a de la marge d'erreur d'ailleurs par rapport au budget? Comment on fait pour gérer cette marge s'il y en a et s'il n'y en a pas, comment on fait pour l'anticiper? On va parler des différents corps d'État et qui est-ce qui vient en priorité, pourquoi on fait passer tel et tel artisan avant un autre et pourquoi il y en a certains qui vont être un peu mieux lotis. Je vais te faire un petit peu une pyramide de Maslow inversée des différents corps d'état dans la rénovation. Donc je sais pas si tu es, si toi qui m'écoutes, tu es artisan dans le bâtiment, mais je pense que cette partie-là, elle va pouvoir peut-être te faire réagir aussi bien positivement que négativement. Faudra pas hésiter à me le dire en commentaire. Voilà. Donc je pense on est prêt à commencer cet épisode. Avant de démarrer, je tenais à remercier toutes les personnes qui ont mis un, un avis 5 étoiles sur ta plateforme de podcast préférée ou qui ont laissé des commentaires sur YouTube. Merci encore à vous. Et si c'est pas encore le cas, vas-y, n'hésite pas, fais-le parce que ça permet au podcast d'être encore mieux référencé. Tu connais la musique. Alors du coup, comment on fait pour bien organiser une rénovation d'un immeuble en R+3, puisque moi c'est mon cas, et que je vais d'abord commencer par t'exposer notre situation à nous. Donc du coup là, cet immeuble, en gros pour te le schématiser, tu imagines un immeuble où en rez-de-chaussée, en fait, tu as un grand garage, voilà, un grand garage qui était destiné à du stockage pendant très longtemps et qui va reprendre sa condition initiale de garage, puisque je pense que c'est ce qu'on a déterminé jusqu'à présent. Ça aurait pu être du stockage, mais peu importe. Voilà. Et après, tu imagines donc trois étages. Donc au premier étage, un premier immeuble, un grand T2. Voilà. Donc les surfaces ne seront pas modifiées, hein. Les appartements restent tels quels. On va juste redéfinir les surfaces, on va redéfinir les murs des pièces, mais la surface reste telle quelle. Donc on a un premier T2 de, si je dis pas de bêtises, 45 mètres carrés. Ensuite, au deuxième étage, on a un T3. C'est un grand T2, mais qui va être transformé en T3 de 48 mètres carrés. Et pour terminer, au-dessus, on a donc au troisième étage
toujours un T3 en fait, il fait plus que 48 mètres carrés parce que tu as une espèce d'avancée. Donc évidemment, la surface au sol, elle n'a pas bougé, c'est un immeuble, hein. Donc on a la même surface au sol du rez-de-chaussée jusqu'au dernier étage, sauf que dans ces anciens immeubles des années 1900, en fait, il y a des avancées. Je sais pas comment on appelle ça d'ailleurs, ça doit y avoir un mot technique pour expliquer ça, mais en gros, bah, tu as des petites pièces qui sont avancées sur l'extérieur. Donc on mettait un système de déport en fait avec des poutrelles et voilà, tu as des pièces comme ça, soit extérieures, soit intérieures, qui ont été rajoutées à la surface bâtie. Voilà. Donc ça, c'est notre projet actuel. Et donc il y a absolument tout à refaire, hein. Donc les deux T3, le T2 et certainement un petit peu de travaux aussi au rez-de-chaussée pour améliorer cette surface garage. Mais nous, en gros, on va se concentrer sur, d'abord, on va décortiquer donc on commence par quoi en fait? Donc on va décortiquer les corps d'état. Ça, c'est le plus important. Donc quand on fait une offre, déjà, on valide au prix parce qu'on a défini qu'il y a une estimation de travaux qui est de l'ordre de X. Donc si elle est de X, ben, moi je vous fais une offre à Y, parce que je sais que grâce à Y et X combinés, ben, je reste à une bonne rentabilité. D'ailleurs, juste j'ouvre une petite parenthèse par rapport à ça, j'en ai parlé il n'y a pas très longtemps sur l'Instagram, mais comment je fais pour faire une offre au bon prix? Ben, tout simplement, j'ai un petit tableau Excel pour faire des offres, enfin pour déterminer le coût des travaux et des meubles. Donc je l'ai déjà proposé sur Insta, je l'ai envoyé à une dizaine de personnes. Si jamais ça t'intéresse, n'hésite pas, tu me fais un petit message, soit sur ta plateforme de podcast sur laquelle tu écoutes, ou directement en DM sur Insta, YouTube, TikTok, Telegram, vraiment, normalement, tu es censé me trouver, je suis un peu partout, tu es censé me trouver sur les réseaux, et je te l'envoie avec grand plaisir. Si ça peut t'aider en fait à faire des meilleures offres, ben, why not, avec grand plaisir. Donc du coup, voilà, une fois que tu as décortiqué les corps d'état, on commence par quoi? Ben, on commence par, évidemment, les postes les plus importants. Donc les postes les plus importants, c'est, il faut que tu te poses en fait tout bêtement, mais c'est d'abord tout ce qui comprend les structures. Donc les structures, donc mur porteur, soubassement, toiture, couverture. Quand tu as déterminé ce que tu avais à faire là, et c'est important de partir de ça parce que généralement c'est ça qui coûte le plus cher. Tu vois, tu t'en as toujours. Alors, on va pas parler de prix au mètre carré, mais ça coûte cher en termes de. C'est tout de suite un gros ticket. Quand tu fais appel à un maçon, quand tu fais appel à un couvreur, bah, les mecs ils viennent avec des machines. Enfin, c'est pas un peintre en fait. Et j'ai rien contre les peintres, mais c'est pas un peintre en fait. Il vient pas juste avec son stock de peinture et ses rouleaux. Tu vois, c'est vraiment différent comme approche. Donc tout de suite, c'est des gros billets, ça se compte en milliers d'euros, c'est pas des centaines d'euros. Et donc du coup, bah, c'est ces postes-là qu'il faut bien chiffrer. C'est plus important de bien chiffrer ces postes-là que les autres en fait. Parce que notamment en cette période de début 2023 où on est encore en train de parler d'augmentation des tarifs dans le bâtiment, des matériaux, etc. Ben, je peux te dire que moi, pour avoir vu passer les devis, des devis de 2021, 2020, début 2022 pour les toitures, et là les devis que je viens de signer pour cet immeuble-là, pour refaire la toiture, ben, je peux te dire que ouais, on les a pris les 15%. On a pris les 15 points sur la toiture. Par exemple, sur la maçonnerie, 10%. Donc voilà un petit peu sur quoi en tout cas, tu dois démarrer ton calcul par ça. Donc ensuite, les postes les plus importants de manière générale dans la rénovation d'un immeuble, en fait, c'est la fameuse théorie des gros cailloux. Tu sais, c'est l'expérience où en fait tu prends un vase vide, tu as tout un tas de cailloux, tu as des galets, tu as des cailloux un peu plus petits, tu as du gravier, puis tu as du sable. Eh ben, tu prends c'est la même chose en fait. Tu mets d'abord les gros cailloux, d'abord les gros morceaux, jusqu'à arriver au sable en fait. Donc tu fais ça, et ça va te permettre de bien comprendre en fait cette expérience-là, te permet de bien comprendre par quoi tu dois commencer. Donc nous, typiquement, on a la toiture à refaire. On a notamment une panne qui est effondrée. Donc ça veut dire que ben, il faut remplacer la panne, peut-être même qu'il va y avoir des lambourdes à remplacer, etc. Donc il y a tout un tas une partie de la toiture à remplacer et ensuite refaire la couverture. Attention, c'est deux choses différentes. La toiture, c'est ce qui tient la couverture. C'est les gens, ils ont tendance à un peu mélanger les deux. C'est deux opérations différentes. Ça peut être fait par la même entreprise. D'ailleurs, nous, c'est le cas. C'est notre entreprise qui va faire la couverture, qui va remplacer la panne. Et ensuite, elle va déposer toutes les tuiles, tu sais, les tuiles canal. Elle va déposer la panne qui est cassée.
Ils vont la remplacer. Ensuite, ils vont remettre toutes les lambourdes, les chevrons au bon endroit. Et ensuite, ils vont poser ce qu'on appelle du PST, donc de la plaque sous tuile. C'est comme, c'est comme si tu avais des tuiles, en fait, sauf que c'est une réplique, en fait. C'est une technique moderne pour refaire les toitures. Donc ça ressemble à des tuiles. Sauf que c'est des plaques. Tu sais, c'est des plaques de, je sais pas moi, 2 mètres sur 1 mètre 50, peut-être même plus. Et donc voilà. Et donc ils les fixent entre elles. Et par-dessus, ils remettent des tuiles anciennes, en fait. Donc ils découvrent les anciennes tuiles, ils les cassent pas, même s'il y a une partie de casse. Donc ils vont en jeter visiblement entre 30 et 50%, parce que bah, c'est maçonné, donc tu en as une partie que tu peux pas récupérer. Ils posent la nouvelle panne, ils posent les PST, ils refont un peu de zinguerie au niveau de la lucarne, au niveau de tous les endroits où potentiellement la pluie peut s'infiltrer. Et ensuite, ils te reposent par-dessus ça, ils te reposent des tuiles canal. Voilà, tout simplement. Donc ça, c'est la partie la plus importante de notre chantier dans le sens en numéraire. Donc ça, c'est ce qui coûte le plus cher en numéraire. C'est le poste de travail qui coûte le plus cher. Et d'ailleurs, il faut commencer par ça, hein. Tu sais, quand tu es en train de t'habiller, tu mets pas d'abord ton t-shirt et ensuite ton chapeau et en dernier temps ton slip, tu vois. Tu mets d'abord ton slip. Ben là, c'est pareil. En rénovation d'un immeuble, quand tu as une toiture à faire, tu fais d'abord la toiture. Tu pars d'en haut pour aller vers le bas. Puisque de toute façon, tu vas pas faire les travaux à l'intérieur. Si jamais il pleut et que la toiture elle est pas refaite, bon bah tu risques d'avoir des problèmes. Bon, t'as compris l'idée. Donc les gros cailloux d'abord, et ensuite on va chiffrer. Donc nous, on a évidemment toute l'électricité à refaire, puisque là, il n'y a pas du tout de mise aux normes. Là-dedans, on a encore enfin, il y a des tableaux qui sont qui sont dans le couloir, qui sont à 2,80 m du sol, donc on peut même pas y accéder. Enfin, c'est n'importe quoi. Puis on a une électricité qui a été faite, on va dire à la mano, quoi. Tu vois, un petit peu comme on pouvait. Si t'avais pas un cousin qui avait un tournevis et un frère qui avait une pince, et tu le faisais toi-même, quoi, tu vois. Donc on a toute l'électricité à refaire. Donc là, il y en a quand même pour un billet de 7 000 € à peu près. Et ensuite, on a la partie, donc toujours dans les réseaux, on a la partie plomberie, aussi bien évacuation que création des points d'eau, puisque les appartements sont existants, mais ils sont tellement dans leur jus des années 50, tu vois, 50-60, que bah, il faut tout refaire en fait. Le réseau, il faut le supprimer et le refaire. Donc il y a des choses qu'on peut conserver pour l'évac, mais pour tout le reste, il faut refaire. Donc là, c'est pareil, on est quasiment sur du 10 000 € le budget total. Et donc là, en fait, je viens de t'énumérer les 3 gros points les plus coûteux de la rénovation d'un immeuble en R+3. Enfin, ça aurait pu être un R+4, un R+2, peu importe, c'est pas ça, mais je te donne mon cas à moi pour que tu puisses te projeter. Là, je t'ai parlé de ça, et c'est les fameux gros cailloux. Enfin, là, tu as eu le gros caillou, et ensuite, t'as eu les galets, tu as eu les petits cailloux. Et donc là, on va avancer de plus en plus vers les graviers et le sable, à savoir les postes de finition. Parce que pour moi, en fait, à partir du moment où tu es à l'étape cloison sèche, cuisine, euh, bande, plâtrerie, peinture, etc., pour moi, ça c'est de la finition. Donc pour moi, c'est du gravier, tu vois. C'est du gravier. Et puis pour terminer, après les meubles, même la peinture, pour moi, c'est du sable, tu vois, c'est les plus petits, plus petits cailloux. Et d'ailleurs, ça m'amène à te parler, pardon, des postes sur lesquels il y a le plus de marge. De la marge sur laquelle toi, tu peux jouer. En fait, tu peux pas vraiment jouer, et c'est important que tu te le dises, ça sert à rien de te torturer le cerveau, de que ça t'empêche de dormir ou quoi. Il faut pas que tu te dises que sur les galets, tu vas faire beaucoup de négo. En fait, ça sert à rien d'aller faire une grosse négo sur la toiture, la plomberie, l'électricité, parce que toi, tu as un objectif numéro un. Ton objectif numéro un, c'est de délivrer des appartements, de délivrer des biens qui soient de qualité. Donc tu veux pas avoir des problèmes sur les réseaux ou sur l'étanchéité, tu vois. Tu veux pas avoir des problèmes là-dessus, parce que c'est le plus important, c'est la structure de ton projet. Là où tu peux avoir un peu plus de marge, on va dire, de négociation, et donc du coup de marge d'erreur derrière, c'est sur les graviers et le sable. Donc j'utilise cette métaphore, mais tu as compris, c'est sur les autres points, en fait, les autres corps d'état. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a énormément de concurrence chez les cuisinistes, énormément de concurrence chez les peintres. Tu vas sur le Bon Coin, tu regardes le nombre de peintres, le nombre
de plaquistes qui font des annonces tous les jours dans ta ville. Regarde, c'est impressionnant. Alors oui, tu vas me dire, c'est toujours les mêmes, ils refont tout le temps, en fait, ils se remettent les annonces, etc. Oui, mais c'est normal, en fait, c'est qu'ils sont tout le temps en concurrence. Les mecs, ils vont remettre leur annonce, ils vont prendre deux trois chantiers grâce à ça, et puis au bout d'un mois, il n'y a plus personne qui les appelle parce qu'ils sont en deuxième, troisième, quatrième page de, du Bon Coin, en fait. Alors que ça les fait vachement bosser. Donc en fait, voilà, il faut que tu comprennes qu'il y a il y a des métiers où il y a peu de concurrence. La couverture, la toiture, la maçonnerie, voilà. Là, il y a assez peu de concurrence. Là où tu vas vraiment avoir la plomberie d'ailleurs aussi, il n'y a pas beaucoup de concurrence. Je tiens à le dire. Les gens pensent que la plomberie, c'est un métier, c'est très cher, etc. Oui, mais attendez, la plomberie, il y a peu de concurrence. D'ailleurs, j'ai un artisan qui me dit tout le temps, mais je comprendrais jamais pourquoi les gens ils font pas de la plomberie, ils se feraient les couilles en or s'ils étaient un petit peu intelligents. Ils vont tous dans des métiers où ils se disent, je me salis pas. Oui, mais aujourd'hui, la plomberie, on n'est pas obligé de se salir. Enfin bon, bref. Je referme la parenthèse, mais bon. Je divague, hein, je suis comme ça. Ouais. Si tu as l'habitude d'écouter les podcasts, tu sais très bien qu'à tout moment, je peux digresser sur un sujet. Du coup, je voulais schématiser un autre schéma, encore une fois. Je voulais schématiser les travaux un petit peu comme une pyramide. Donc, tu vois la pyramide, comment elle est faite. Tout en haut, bah, c'est une pointe. C'est pas très large, c'est très étroit et c'est très haut, donc c'est très cher. Donc, c'est un petit peu comme ça les travaux. Plus le métier, le corps d'état dont tu as besoin est important, plus c'est haut en fait, moins il y a de concurrence. Donc tu vois, il est tout seul en haut, il est tout seul sur sa pointe, le gars, et plus c'est cher. Par contre, plus tu descends vers le bas de la pyramide, plus c'est large, donc plus il y a de concurrence en fait, et vu que c'est en bas, bah, c'est moins cher. Donc si tu ramènes ça au coût unitaire de ce que ça vaut, bah, ça coûte moins cher. Mais en même temps, il y a tellement de concurrence, donc les mecs ils tirent les prix vers le bas pour éviter de pas avoir de clients. Donc une fois que tu as compris ça, en fait, ça te permet d'avoir une clarté un peu plus précise sur comment tu vas travailler avec les entreprises. C'est important de dire quand même il y a un aspect légal hein, quand même quand on fait de la rénovation d'un immeuble. D'ailleurs, je ne sais pas si tu le sais, et il y a beaucoup de gens qui passent un petit peu outre, mais je te conseille de le faire. La première chose à faire quand tu vas faire des travaux dans un immeuble de rapport et que tu refais l'intégralité des choses, c'est de faire une demande préalable, notamment s'il y a des travaux qui touchent à l'extérieur. Alors pour l'intérieur, j'ai envie de te dire, si vraiment ça se voit pas, si vraiment tu touches pas aux menuiseries, donc c'est-à-dire aux fermetures, les fenêtres, etc., bon, personne va venir t'embêter la nouille, je pense, tu vois. Mais par contre, quand tu commences à faire toiture, fermeture, porte, toutes les choses qui se voient en fait, des choses qui vont mobiliser par exemple l'extérieur. Nous, on est obligé de mettre une benne, tu vois, on est obligé d'amener un engin de levage pour la toiture, il va y avoir un échafaudage, etc., etc. Bon, bah, tu vois, pour toutes ces choses-là, en fait, on va monopoliser. D'ailleurs, il faut faire une demande de voirie aussi. Donc, il y a deux documents. Il y a la DP, la demande préalable. Donc, c'est un document CERFA que tu dois envoyer à l'urbanisme de la mairie en question, à laquelle tu dois joindre un plan de situation que tu trouves sur le site cadastre.gouv.fr. Tu dois joindre à ça le devis signé de l'entreprise que tu as sélectionné pour faire ta couverture. Et voilà, normalement, on est pas mal. Donc, tu t'envoies ça à ta mairie, et là, la mairie, elle a un mois pour se positionner. Donc, en fait, le délai légal, c'est un mois. Si jamais t'as pas de réponse, tu peux considérer que c'est un oui. Si jamais tu as une réponse, bah, ça peut être soit oui, soit non. Si jamais c'est non, on te dit qu'il faut rectifier pour que ça soit accepté. Mais en tout cas, il faut que tu prennes un petit peu de marge au niveau du temps, parce qu'ils ont un mois de délai d'instruction. Et une fois que tu as eu l'acceptation, il faut faire une demande de voirie. Donc ça, généralement, c'est le bureau municipal, comme on appelle ça. C'est comme la police municipale, en fait. Voilà. C'est le bureau municipal de ton... c'est la même administration qui gère la police municipale de la ville, qui remet ce qu'on appelle ils te font signer un document de voirie. Et donc ça, tu peux en faire la demande toi directement, mais c'est l'entreprise, en fait. C'est le couvreur ou le maçon qui va lui le remplir et le signer et le tamponner surtout parce qu'il faut un numéro de TVA pour ça. Et dans le dernier point par rapport à l'aspect légal, c'est pas vraiment l'aspect légal, c'est plus l'aspect assurantionnel, c'est pour toi. Moi, je te dirais, fais quand même très attention à vérifier si les entreprises avec lesquelles tu travailles, notamment pour les gros galets, donc pour les gros corps d'État les plus chers, regarde s'ils sont bien assurés, s'ils ont une assurance décennale et une dommage ouvrage.
Donc pour ça, il suffit d'appeler l'assurance qu'ils ont mentionné sur leur devis et leur demander en fait une attestation à date, une attestation de paiement à date. Voilà, comme quoi ils sont bien à jour de leur cotisation au niveau de cette assurance. Donc voilà un petit peu pour l'aspect légal concernant tous les corps d'État. Bon après il faut quand même que tu remettes donc un petit peu de contexte. Donc pour remettre du contexte, on prend un peu de recul sur le projet et on se remet en tête l'objectif numéro un. C'est quoi l'objectif numéro un de ce projet? Pourquoi tu l'as fait? J'ai envie de dire l'objectif numéro un, avec le budget que tu as calculé, c'est de délivrer des appartements qui soient finis. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que tu arrives à la fin de ton budget et que tu n'aies pas terminé les appartements. Donc l'objectif numéro un, c'est que ça rentre dans le budget. Que ça rentre dans le budget et que les appartements ils soient de qualité. C'est-à-dire que si tu as emprunté 100 000 balles pour des travaux et qu'au final tu as l'équivalent d'un HLM miteux, c'est pas bon, tu vois. Et donc l'objectif numéro un, délivrer l'appartement fini de qualité. Et l'objectif sous-jacent à ça, quand même, parce qu'il faut garder les pieds sur terre, c'est que tu restes dans ta rentabilité. Donc ça sert à rien de dépasser le budget, parce que à partir du moment où tu dépasses le budget, tu sors de ta rentabilité, parce que toi tu l'as calculé normalement grâce au tableau estimatif. Donc toi tu jongles avec ces deux trucs, c'est-à-dire que et c'est pour ça que j'aime bien en fait moi ce métier d'investisseur immobilier, notamment en locatif, c'est parce que je me sens un petit peu responsable, ça gonfle un petit peu mon ego, ça me fait plaisir de me dire, mais en fait c'est moi qui décide. C'est moi qui décide. J'ai dans ma main le budget, j'ai dans l'autre main mon objectif, et je jongle entre budget, enfin je gère le budget de manière à toujours garder un équilibre entre l'objectif final, donc de rester dans la rentabilité, et d'avoir des appartements dont je suis fier et dont mes locataires sont contents d'habiter. Et donc pourquoi je te dis ça? Tout simplement parce que c'est pour recentrer le débat par rapport à l'intérêt de la mise en concurrence des différents corps d'État. Et quand tu fais une rénovation complète d'un immeuble, bon déjà il faut que tu mettes tout noir sur blanc, il faut que tu écrives. Vraiment, il faut que tu te poses avec toi-même en silence ou avec tes associés et que tu détermines, tu prends une feuille blanche, tu détermines les différents corps d'État. Donc est-ce que j'ai une toiture? Oui, non. Oui, ok. Donc il faut faire passer des entreprises. Est-ce que j'ai de la plomberie? Oui, non. Oui, ok. Donc je dois faire passer des entreprises. Et tu fais ça avec tous les corps d'État. Une fois que tu as fait passer tes corps d'État, bon évidemment, donc c'est ce que je te disais, il y a un intérêt de faire une mise en concurrence. Donc tu fais passer tout le temps 3 voire 4 entreprises. 4 c'est mieux. Si tu peux pas, parce que tu trouves pas, parce que tu es loin d'une grande ville, etc. Des fois c'est plus compliqué, tu vois. Euh, écoute, l'idée c'est d'avoir au minima 3 devis, mais pas des devis à la volée, quoi, vraiment des vrais devis. Donc écrit noir sur blanc, reçu sur ta boîte mail, que tu peux comparer avec suffisamment de détails pour que tu puisses te dire, ok, ces devis-là, je les mets en concurrence. Et tu vas vite voir grâce à cette technique que tu as des gens, tu as des entreprises que tu vas tout de suite écarter parce que la qualité du devis et la qualité des explications, t'as pas besoin d'être un professionnel en fait pour être. Il faut te faire confiance, mais tu n'as pas besoin d'être un pro de la rénovation et du BTP pour te rendre compte que tu en as qui te font de la flûte, quoi. Donc quand t'en as un qui te fait de la flûte parce que si c'est par accord avec les autres devis pour lesquels tu l'as mis en concurrence, ben là, faut pas hésiter en fait. Faut dire, bah écoute, lui, je l'écarte et puis c'est pas grave, même si c'était le moins cher. D'ailleurs, fais attention, un truc très simple à comprendre. Quand c'est le moins cher, qu'il y a le moins de détails sur le devis et que la personne elle te dit oui à tout, c'est pas la personne avec laquelle tu dois travailler. Vraiment, écarte cette personne-là. Donc voilà, ça n'existe pas. Ça serait trop simple en fait. Ouais, ça serait trop simple si c'était toujours oui à tout, c'est le moins cher. Moi, j'ai vécu le truc il y a pas très longtemps là, justement sur cet immeuble-là pour un corps d'État. Je peux pas dire qui c'est parce que on sait jamais qui écoute les épisodes. Mais voilà, ça cochait toutes les cases. La personne, elle disait oui à tout, trop poli, répond tout le temps au téléphone, euh, le le devis très arrangeant, tout ce qui est pas au devis, vous inquiétez pas, ça sera gratuit, je vous le mettrai en plus, nanana. Enfin vraiment freestyle total. Alors j'en suis, en fait, j'ai tellement l'habitude maintenant des chantiers que j'en suis arrivé à en fait moi, il faut pas être sympa avec moi, il faut me parler comme à un enfant. Et si je me rends compte que c'est trop, en fait c'est trop différent de ce que j'ai l'habitude de voir, si ça sort trop de ce que j'ai l'habitude de voir, que ça soit en bien ou en mal, bah là j'ai des alertes en fait, j'ai des drapeaux rouges là dans les yeux et je sais que c'est pas la personne avec laquelle il faut travailler.
Donc l'intérêt de la mise en concurrence, ça va te permettre de trouver la réalité de ce dont tu as besoin et non pas de trouver le meilleur prix. Parce que souvent les gens, en fait le meilleur, enfin si, ça va te permettre, je me reprends, ça va te permettre de trouver le meilleur prix. Mais le meilleur prix, ça ne veut pas dire le moins cher. Et donc c'est là que c'est contre-intuitif parce que, par exemple pour cet immeuble, il y a deux corps d'état pour lesquels on n'a pas été au moins cher. On a même, bon, on n'a pas été au plus cher, mais on n'a pas été au moins cher. C'était pas notre meilleur prix. Mais enfin, c'était nos meilleurs prix, mais c'était pas les cheap, quoi, tu vois. On les a pris parce que la prestation, en fait, qui nous proposait, les différentes interventions qui nous proposaient, bah, ça correspondait à ce qu'on voulait. Et surtout, il y avait une explication sur le détail de la qualité, des produits utilisés, des matériaux, de comment ils allaient le faire techniquement, de pourquoi, par exemple, le plombier, de pourquoi il ne pouvait pas y aller tout seul, parce qu'il avait besoin, quand il allait faire sa descente d'évacuation des toilettes, il allait la monter depuis le premier étage, il allait la monter jusqu'au troisième étage, donc il fallait quelqu'un en haut pour réceptionner. Enfin voilà, il y avait toute une explication technique qui correspondait à ce qu'on voulait. Donc du coup, on n'est pas sur le devis le moins cher, par exemple en plomberie, on n'était pas sur le devis le moins cher. On est à 3000 et quelques euros plus cher qu'un autre devis. Mais parce que, voilà, il y a toute une explication, puis il y a un facteur confiance, parce que c'est des entreprises avec lesquelles on a déjà travaillé. Il y a un facteur confiance qui fait que, ben, ok, en fait, cet argent, ces 3000 euros-là, on sait que peut-être ailleurs, on va pouvoir les récupérer. Alors là, tu vas me dire, Mathieu, oui, mais où est-ce qu'on peut les récupérer? Alors voilà, on y arrive. Donc, tu sais, je t'ai parlé tout à l'heure, il y a les fameux graviers et le sable. Donc, tous les autres corps d'état qui sont moins importants. Et c'est sur ces corps d'état-là où tu vas pouvoir récupérer de la marge. Parce que là, la mise en concurrence, je t'ai expliqué, c'est tout le bas de la pyramide. Donc là, tu as une grosse mise en concurrence. Donc, alors déjà, je vais quand même préciser que je préfère, parce que ça, j'ai pas envie non plus de me prendre les foudres des artisans ou quoi. Euh, Moi, je dévalue pas le prix de quelqu'un. Si la personne elle me dit que son prix à l'heure c'est 100 euros, c'est 100 euros de l'heure, 100 euros de l'heure, il n'y a pas de problème. Je m'en fous en fait, c'est pas mon problème. Donc je vais toujours préférer, en tout cas privilégier, le fait de rattraper de l'argent sur du matériau. Parce que je considère que il n'y a pas de famille à faire vivre derrière, il y a pas de voilà, c'est pas comme un artisan où je vais être plus sensible au fait que bah, derrière, lui, il coûte peut-être 100 euros de l'heure, mais derrière, il fait vivre une famille en fait, tu vois, il n'est pas tout seul. Euh, donc la première chose, c'est que je vais toujours essayer de trouver les meilleurs matériaux, les meilleures qualité-prix évidemment, le meilleur ratio qualité-prix pour les matériaux. Et pareil, donc essayer d'acheter en gros pour avoir les meilleurs prix. Donc par exemple, là, on a trois appartements, donc on a trois cuisines. Sur les trois cuisines, les 3000 euros, je vais les récupérer déjà. Rien que là, sur ce point-là, je peux faire 1000 euros de négociation sur chacune des cuisines. C'est sûr et certain, le sujet, donc du coup, il est même plus. Voilà, c'est rattrapé. Et puis après, tu as d'autres corps d'état, comme par exemple le plaquiste, sur lequel, alors moi je dénigre pas, hein, pas de souci, mais très souvent, ça c'est un des métiers par exemple qui a pris, pareil, il a pris 20%, le plaquiste, voire même 25%. Le plaquiste, depuis la crise du Covid, il a pris 20% sur les matériaux, parce que les rails, les montants et tout l'aluminium, ça a pris 20%, le plâtre c'est pareil, c'est horrible le prix des plaques de plâtre, je sais pas si tu as déjà acheté des plaques de plâtre en hydro avant le Covid, bon là ça a pris 20%, c'est horrible. Et lui-même, sur sa prestation, ça a pris 10%. 10% parce que le gaz a augmenté, l'électricité a augmenté, le pétrole a augmenté, donc voilà. Lui, il est justifié comme ça. Mais il y a quand même une grosse mise en concurrence. Donc moi, je vais vraiment appuyer sur plaquiste, peintre. Ça, c'est les deux métiers sur lesquels je vais raboter, sans aucun état d'âme. Et sur les cuisines et les meubles. Donc là, pareil. Et autre chose, j'ai trois appartements sur ce projet-là, mais j'ai deux autres projets derrière qui commencent. Donc je vais pouvoir aller chercher, au final, j'ai cinq cuisines. Non, pardon, j'ai cinq cuisines et cinq salles de bain. Donc si je vais me fournir au même endroit, bah déjà tu peux être sûr que je vais demander un prix de gros pour avoir. Si j'ai besoin de cinq toilettes, bah, je vais dire, bah écoute, moi je t'en prends cinq, mais par contre il faut que tu. En gros, j'en paye 4 et tu m'en offres un. Ou alors je veux 10% sur l'intégralité de la note. Donc ça, c'est des choses que tu peux faire. Ça va dépendre d'où tu vas, évidemment. Mais c'est des choses que tu peux faire. Petite technique, si t'es pas trop du genre à négocier, etc., et que t'as pas les cartes de fidélité dans les grandes surfaces de bricolage et que tu achètes ton truc, que tu achètes tes matériaux comme moi de temps en temps chez Casto, Leroy Merlin, etc., ben, n'hésite pas à faire la carte. Parce que ben, tout de suite, tu peux prendre, je me rappelle plus, mais tout de suite, tu prends 5%, et quand tu dépasses un certain montant, je crois que tous les 10 000 euros, tu as le droit à 10%. Donc moi, bah, plusieurs fois par an, j'ai le droit à 10%.
Et donc, du coup, le jour où j'y vais les dépenser, les 10%, généralement, je cartonne, quoi, tu vois. J'y vais, je fais pas semblant. Donc, en faisant ça, tu vois, sans avoir besoin de négocier, tu peux faire euh, une belle promo, quoi. Donc voilà un petit peu les différents points que tu peux te noter pour bien organiser une rénovation d'un immeuble. Encore une fois, rien ne vaut le fait de te poser avec toi-même et de tout écrire noir sur blanc, donc sur du papier. Donc écris, parce que même si tu fais des erreurs, au moins tu peux raturer, tu peux repartir d'une feuille blanche juste à côté, tu recommences, tu itères, tu itères, tu itères, tu fais passer tes artisans, voilà. Et surtout, tu n'hésites pas à te positionner comme un chef d'orchestre. Tout le temps. Donc il faut que tes interlocuteurs ils aient l'impression que c'est vraiment toi qui contrôle le chantier et que c'est pas eux qui vont décider. D'ailleurs, allez, je terminerai là-dessus pour aujourd'hui. En termes de conclusion, il te faut de la rigueur, de l'organisation. Donc l'organisation, je te l'ai expliqué. La rigueur, ça veut dire qu'il faut que tu te poses au minimum 1 à 2 heures par semaine dessus. C'est pas beaucoup. Mais quand tu fais un projet comme ça, c'est le minimum. Tu dois être impliqué à 100% pendant au moins 1 à 2 heures par semaine. Le temps d'appeler tout le monde, etc. De te remettre d'accord au clair avec les devis, d'aller chercher peut-être toi les bons prix pour les matériaux et pour la finition sur les différents sites des grandes surfaces de bricolage, etc. Et surtout, le dernier point, de la communication. Il faut que tu sois un maître en communication. Donc pour ce faire, il y a des petits hacks, même pour les gens qui ne sont pas très bons en communication. Déjà, il faut réussir à avoir un contact direct avec ces artisans, donc avoir leur numéro enregistré et faire en sorte qu'eux, ils enregistrent ton numéro. Et dans un dernier temps, une fois que tu les as sélectionnés, tu fais un groupe WhatsApp ou n'importe quoi d'autre, où tu les mets tous dedans. Dans ce groupe WhatsApp, tu mets les plans que tu as fait sur, par exemple, Cozy Casa, tu sais, le site de plan 3D. Tu mets tes plans là-dessus. Sur ce groupe, tu mets ce qu'on appelle le cahier des charges. Donc un cahier des charges, c'est quoi? C'est tout simplement un bullet point. Donc en fait, tu mets les points principaux de ce que tu veux faire. Donc toiture avec des dates, plomberie avec des dates. Et en fait, avec des dates butoirs. Et donc ça, l'avantage que ça a, c'est que tout le monde le voit et tu le mets en... Comment on appelle ça? Tu le pins, le message. Tu le mets tout en haut de la conversation de manière à ce que les gens ils le voient tout le temps, ce message-là. Donc voilà comment on pourrait résumer rigueur, organisation, communication. Voilà comment bien organiser la rénovation d'un immeuble en R+3 en ce qui me concerne. Allez, on va terminer l'épisode du jour avec une question. C'est la question de Nino77 qui me dit achat-revente ou locatif en colocation. Alors du coup, en fait, c'est une question à laquelle j'ai répondu dans le cadre j'avais dit ouais, je vais répondre à toutes vos questions ce week-end, etc. Et j'ai sélectionné cette question pour l'épisode du jour parce que, euh, je- en fait, je trouve que c'est une question qui revient trop souvent et je trouve que c'est pas normal. Donc, pourquoi je dis ça? Je suis pas du tout énervé, Nino77. L'idée, c'est de te dire pourquoi choisir en fait. L'achat-revente ou la colocation dans le cadre de ta question, mais en fait, j'ai envie de dire, pourquoi opposer deux choses qui se complètent bien. Et en fait, quand tu regardes les investisseurs qui ont quelques années, qui ont un peu de bouteille, moi ça fait 10 ans que je fais ça, eh ben, tu te rends bien compte qu'ils sont beaucoup moins binaires que ça. Donc ils vont tout de suite comprendre que l'achat-revente c'est bien parce que c'est une sorte de tremplin qui te permet de rentrer du cash de temps en temps. Tu vois? Bon, tu peux pas le faire tout le temps, mais quand tu peux le faire, c'est bien parce que le jour où tu sors de ton OP, bah, tu rentres du cash qui te permet d'aller chercher soit une autre OP en achat-revente, soit, et d'ailleurs c'est ce que je préconise, de switcher, de faire une fois sur deux, de rentrer du cash pour avoir un meilleur apport pour un projet locatif. Donc soit pour avoir un meilleur apport et donc du coup faire valider un projet, un crédit immobilier, euh, par exemple pour lequel tu aurais eu du mal à passer, hein, c'est un petit peu ce qui nous arrive un peu à tous là, en début 2023, ou alors tout simplement pour aller lever plus de dettes. Parce que peut-être que tu avais 10 000 euros d'apport et que tu arrivais à lever 100 000, bah peut-être qu'en faisant une OP d'achat-revente et que tu rentres 30 000 euros de plus, bah au lieu d'avoir 100 000, bah tu as peut-être 250 000 tout de suite. Tu vois? Donc c'est comme ça, ou voire même 300 000. Donc en fait, c'est comme ça qu'il faut réfléchir. Donc l'achat-revente ou le locatif, j'ai envie de te dire, choisis pas, fais les deux. Maintenant, je vais quand même pas rester sur cette réponse-là parce que je connais pas ta situation en détail, mais j'imagine peut-être que tu es primo-investisseur. Et donc du coup, je vais te faire une vraie réponse qui va bien te répondre.
fais un achat-revente. Pourquoi je te dis ça? Parce que si tu es dans la situation où tu n'as pas encore investi et que c'est ton premier investissement, encore une fois, tu ne l'as pas précisé, mais je vais te répondre ça comme ça, fais-toi un achat-revente, comme ça va te faire rentrer du cash. Comme ça, tu vas déjà pouvoir toucher cet argent. Enfin, peut-être pas le toucher physiquement, mais en tout cas, tu vas pouvoir regarder, te connecter à ton application de banque et te dire, oh putain, j'ai cet argent sur mon compte, quoi. Il est rentré. Tu vois, ça va être peut-être pour toi la première fois où tu as une grosse somme sur ton compte en banque. Moi, je me rappelle mes premiers 50 000 euros sur mon banque Société Générale. Je touchais plus terre, quoi. Donc, surtout quand tu sais d'où je viens, c'était incroyable. C'était incroyable. Bon, évidemment, ils sont partis aussi vite qu'ils sont arrivés, mais c'est une autre histoire. Mais voilà, ce qu'il faut comprendre, en fait, c'est que l'achat-revente, ça va permettre d'attiser chez toi une sensibilité différente à l'argent. Et donc, du coup, si tu rentres 50K, ah bah après, tu vas te dire, ouais, bon, 50K, c'est rien, en fait. Et je peux faire beaucoup mieux. Mais en fait, tu vas rentrer ces 50K et ensuite, tu vas les diviser. Tu vas mettre 10K quelque part, 20K dans un nouveau projet immobilier. Donc, tu vas mettre 20K, tu vas peut-être pouvoir emprunter 100 000 de plus ou 150 000 de plus pour faire un nouveau projet en locatif par exemple, et puis le reste peut-être pour avoir des expériences de vie ou pour faire un autre investissement différent, je sais pas moi, des ETF, de la crypto, peu importe ce que tu veux, on s'en fout. Donc voilà, je te dirais commence par ça parce que ça va te permettre de, comment dire, de faire un petit effet booster, un petit effet tremplin pour peut-être faire ton projet de colocation, si c'est le dilemme que tu as en ce moment, et vivre même peut-être d'autres expériences vis-à-vis de toi-même et de l'argent. Donc voilà un petit peu comment je répondrai à cette question. J'espère que l'épisode vous a plu. Et ah oui, non, j'ai failli oublier. La reco de la semaine. Alors là, la reco de la semaine, hors de question que je l'oublie, parce que c'est une petite pépite. Alors là, je vais hop, me remettre sur la page, je l'avais laissé ouvert. En fait, ce qui s'est passé, c'est que sur un autre projet que je suis en train de faire, tu sais, je suis en train de faire un Airbnb. Et au-dessus de ce Airbnb, il y a un T3. Et ma locataire, ben, j'ai été obligé de l'embêter un petit peu parce que je me suis rendu compte que sous sa salle de bain, ben, j'avais une fuite, moi, dans mon Airbnb que je suis en train de faire. Donc, avant de plaquer le faux plafond, j'ai voulu régler ce problème de fuite. Donc, j'ai fait intervenir mon plombier qui avait fait la salle de bain chez elle. Et il est venu une première fois, il n'a pas trouvé. Donc, il m'a dit, je vais revenir, je vais acheter un truc, et tu vas voir, je vais trouver. Effectivement, il l'a acheté et il l'a trouvé. Donc, ce truc-là, ça s'appelle une caméra endoscope. Et alors là, mon gars, c'est une tuerie, c'est une vraie pépite. En gros, tu vois une coloscopie? Bah, c'est un peu la même chose. Voilà, je ne sais pas comment mieux le présenter que ça. En gros, c'est une caméra très fine qui est intégrée tout au bout d'un fil semi-rigide, en fait, d'un câble semi-rigide qui est directionnel, que tu peux, un peu comme un fil de fer, que tu peux diriger comme tu veux. Et donc, c'est un long fil hein, qui fait quelque chose comme 5 mètres. Et ça, c'est connecté à un écran. Donc, tu as plusieurs choix, etc. Lui, il l'a acheté avec un écran déjà intégré. Et ça lui a permis de passer sous le receveur de douche, qui est un receveur extra plat. Donc voilà, tu comprends un petit peu pourquoi il avait besoin de ça. Il a regardé partout, il a fait couler l'eau 10 minutes, il a regardé, etc. Putain, l'eau, ça venait pas de la bonde, ça venait pas du joint, tout était nickel, la plomberie était nickel. Et au final, la fuite, elle venait d'un manque au niveau d'un carreau de carrelage. Donc en fait, ce qui se passe, c'est quand les gens prennent leur douche, bah, l'eau, elle tombe sur eux, donc elle rebondit, elle va sur les parois, et au niveau d'une paroi, donc l'eau, elle ruisselle jusqu'à aller au receveur, et juste avant le receveur, sur la dernière ligne de carrelage, bah, là, il y avait un manque au niveau d'un carreau de carrelage, donc c'était pas comblé par du joint silicone, c'était creux, et donc du coup, ben, l'eau, hein, tu sais très bien, hein, l'eau, elle s'infiltre partout, hein, c'est ton pire ennemi en rénovation. Et donc elle rentrait par là, et donc évidemment, quand tu prends une douche, je sais pas moi, ça dure quoi, une douche 5 minutes, 10 minutes, ah ben, pendant 10 minutes, bah, t'as l'eau qui ruisselle en fait. Donc tu comptes ça multiplié par le nombre de personnes dans l'appartement, multiplié par le nombre de douches par jour, et tu peux avoir un gros dégât des eaux. Donc du coup, bah, il a trouvé grâce à la caméra endoscope, et j'ai trouvé ça incroyable. Du coup, bah, qu'est-ce que j'ai fait quand je suis rentré? Parce que je suis un gros geek de la rénovation, bah, je m'en suis commandé une, sauf que j'ai pas commandé la même que lui. J'en ai commandé une qui peut aller sur le portable, parce que moi je suis un peu, enfin je suis un peu geek, mais je veux pas avoir 36 000 trucs, donc j'ai juste commandé un câble. Donc le câble qui s'appelle Beva Endoscope, je vais te mettre la référence si ça t'intéresse, peut-être que tu vas te retrouver
Peut-être que tu es dans une situation où tu en as besoin, ou peut-être qu'un jour tu te dis j'en aurais besoin. Franchement, pour le prix, ça vaut pas le coup de se priver, ça coûte 36 balles. Et pour 36 balles, en fait, il s'adapte à ce que tu veux. Un iPhone, un Android, Samsung, n'importe quoi, Windows, une tablette, un ordinateur, ce que tu veux. Et en fait, au lieu qu'il soit directement connecté à ton portable, il est connecté à ce qu'on appelle un répartiteur Wi-Fi. Donc, tu as le câble avec la caméra. À l'autre bout, tu as le petit boîtier Wi-Fi que tu connectes à ton portable. Et donc, du coup, tu as directement l'image sur ton portable. Incroyable. Donc, je l'ai pas encore reçu, mais voilà ce que j'ai commandé. Donc, je t'en dirai des nouvelles dans un autre épisode. Mais en tout cas, je te mets le lien, comme ça, si tu veux le voir, je te mets le lien en description. Tu as même une petite vidéo qui te montre comment ça marche. Moi, j'ai vu le truc se faire sous mes yeux, quoi, tu vois. Donc, je suis déjà convaincu avant même de l'avoir reçu. Voilà un petit peu ce que j'ai trouvé comme Rocco de la semaine. Donc je te dis merci d'avoir suivi cet épisode, d'être resté jusqu'au bout. N'hésite pas à dire si tu as des questions, n'hésite pas à les mettre sur ta plateforme de podcast ou sur le groupe Telegram qui s'appelle Pensée Imo. Allez, je te dis à la semaine prochaine. Ciao!